Bien, alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre, toujours en prélude au cours de l'année prochaine à l'université Paris-Sorbonne Nord. Il s'appelle comme ça maintenant. Alors, de quoi s'agit-il? C'est le monde avant la création de l'homme par Camille Flammarion. Donc, je vous montre d'abord l'ouvrage en tant que livre. C'est typiquement un livre du 19e siècle avec ici un livre de prix, hein, vous voyez, un livre d'un grand luxe, d'une grande beauté. Ici, vous avez la liste des œuvres de Camille Flammarion. Et ici, sous calque, donc vous voyez la qualité de la publication, une gravure que je vous montre et qui représente le combat terrible du monde primitif pendant la période secondaire. Donc vous voyez apparaître des animaux qui semblent avoir entre eux des rapports uniquement de prédation et de violence, d'agression. Vous avez au loin des volcans prêts à exploser. Bref, un univers, le monde primitif, réputé d'emblée abominable, c'est le monde d'avant la création de cette merveille absolue qu'est l'homme. Voilà le message idéologique qui est immédiatement véhiculé par ce genre d'ouvrage. Alors voilà le titre, hein, donc vous voyez, le monde avant la création de l'homme, origine de la terre, origine de la vie de l'humanité, avec des gravures sur bois, des cartes géologiques et des aquarelles. Alors c'est un livre de luxe qui a été publié donc pour cet exemplaire, mais c'est à peu près, je me demande si c'est la première édition, je ne me souviens plus très bien, donc c'est publié en janvier 1886 et l'avertissement des éditeurs reprend tous les archétypes, si j'ose dire, de l'édition de l'époque. Une nouvelle publication à la forme populaire mais relativement luxueuse. Ça, c'était quelque chose qu'on avait étudié jadis, moi-même avec Ségolène Lemaine. On avait étudié ce que c'était que ce paradoxe au XIXe siècle, de dire que les livres étaient à la fois populaires et luxueux. Ça revenait sans arrêt. Alors le luxe, quel est-il? Eh bien c'est tout simplement le fait qu'à présent il y a eu des inventions techniques fondamentales dans le monde du livre, notamment le papier continu, hein. Vous vous rappelez, c'est quand les premières imprimantes, bon vous n'avez peut-être pas connu ça, n'imprimaient que feuille à feuille, c'était des imprimantes feuille à feuille, et puis un jour on a eu l'imprimante qui pouvait imprimer plusieurs feuilles. Bon, il y a eu déjà ce phénomène au 19e siècle dans l'imprimerie, et il y a eu aussi la possibilité de faire des gravures en grande quantité grâce à des méthodes nouvelles. La gravure sur bois debout, donc c'est simple, hein, la gravure sur bois debout, ça veut dire qu'au lieu de prendre le bois de fil, hein, par exemple, tiens, ici, ça c'est du bois de fil, hein, très nettement, vous voyez le fil. Alors imaginez maintenant qu'on prenne ce bureau dans l'autre sens et vous avez quelque chose de beaucoup plus solide, hein. Vous voyez, vous tournez comme ça le bureau et vous avez donc la tranche du bureau qui est beaucoup plus solide. Donc à ce moment-là, on pouvait faire des gravures magnifiques. Vous avez un exemple ici. Avec des mastodontes, il y en a des tas, hein. Vous voyez, ce livre est rempli, j'ouvre au hasard, et vous voyez le nombre de gravures. Alors, ces livres étaient en général, alors là, c'est typiquement le livre de prix, mais ils étaient parfois, alors là, vous voyez, aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a plein, des gravures, il y en a des petites, il y en a des grandes. Ça, c'est remarquable, hein, on tombe dessus par hasard, mais c'est absolument remarquable. Vous voyez, le monde avant la création de l'homme, l'ascension de la vie. On va y revenir de façon poussée après que je vous ai expliqué rapidement comment les livres étaient fabriqués. Donc c'est très simple, ils étaient fabriqués par ce qu'on appelait des livraisons, c'est-à-dire qu'en fait vous n'achetiez pas tout le livre, vous achetiez, mettons ça, vous voyez, une petite partie. Et à la fin de l'année, les relieurs avaient du travail pour relier le livre, et à ce moment-là, il était offert pour les étrennes ou dans des circonstances particulières, d'anniversaire, de prix, enfin, vous voyez le genre de circonstances. Et là, par exemple, j'ai un exemplaire qui est bellement relié avec du cuir, mais aussi du carton. Ici, c'est du carton simple. Alors, parfois, c'était relié tout cuir. Vous voyez, il y avait différentes qualités possibles. Et donc, c'est ça qui était intéressant, si on veut, c'est qu'on pouvait, suivant son budget, d'abord ça permettait d'étaler les dépenses, hein, parce que les livres étaient bons, populaires mais relativement chers, mais grâce à cette méthode,
on pouvait aisément s'offrir, même si on était, disons, pas très riche, une collection complète. Alors vous avez peut-être vu ça, c'était très fréquent dans les années 70, on achetait des morceaux de revues sur un sujet quelconque, d'ailleurs en général toujours des sujets comme ça, la Terre, les sciences, etc. Donc on achetait les petites revues et à la fin de l'année, on achetait un classeur dans lequel on pouvait ranger toutes les petites revues. Les éditions Atlas, hein, c'était notamment spécialisé dans cette méthode directement héritée du 19e siècle. Donc c'est comme ça qu'on a pu résoudre deux paradoxes. Le premier, c'est le livre populaire et luxueux à la fois, parce que finalement, à la fin, ça faisait un livre, effectivement, qui avait coûté bonbon, mais on ne s'en rendait pas compte, il avait été acheté en quelque sorte à crédit. Bon, et la deuxième chose, ça explique aussi que malgré l'illettrisme très répandu, les gens avaient des connaissances incroyables de choses qu'aujourd'hui on ne connaît plus très bien, comme par exemple les Mille et une nuits. Les gens connaissaient tous les épisodes des Mille et une nuits parce qu'un livre était acheté par exemple par un atelier et une fille qui savait lire lisait pour tout le monde pendant que les autres faisaient le travail de manufacture, enfin je ne sais pas, broder, des travaux artisanaux, vous voyez, donc ça permettait aux gens d'avoir un accès oral à la littérature, chose qui s'est quand même pas mal perdue aujourd'hui, où la lecture est devenue extrêmement personnelle, silencieuse, individuelle. Alors bon, voilà, donc ça c'est des caractéristiques générales. Alors j'en viens pour finir, ma petite présentation, sur cette étonnante gravure que je vais donc rapprocher afin que vous voyez un peu le détail. En bas, voyez l'image idéologique qui se dessine à travers tout ça. En bas, j'ai envie de dire avec Huysmans, les animalcules et les infusoires, des espèces de méduses, bon, des animaux considérés comme totalement inférieurs. Ensuite, idéologiquement, toujours, vous avez un scorpion, un crocodile, une espèce de... une bestiole plus ou moins préhistorique ici. Bon, tout ça, c'est des bêtes réputées absolument misérables et minables, les serpents. Enfin, vous voyez comment il y a quand même idéologiquement l'idée que certains animaux sont inférieurs aux autres. Et plus on monte dans la hiérarchie, si j'ose dire, c'est une hiérarchie de toute façon, plus on tombe, comme vous voyez ici, sur le lion, sur le chien, sur le singe, très proche de l'humain. Et alors l'humain, c'est absolument étonnant, c'est à se tordre de rire. Donc vous avez l'image hyper masculiniste, complètement sexiste ici, où la femme, l'espèce d'Ève, vous voyez, est assise pendant que l'homme, cet être supérieur, lui montre un rayonnement extraordinaire. Et, alors vous vous dites, mais c'est à se tordre de rire le sexisme de ces bouquins. En fait, non, ces bouquins étaient, il faut bien le voir, dirigés vers un public de jeunes garçons. C'est clair, c'était les lecteurs de Jules Verne. Il n'y a pas une femme dans Le Voyage au centre de la Terre. Disons que bon, ça a été repris dans des films aux alentours des années 70, je dirais 73, 75, je ne me souviens plus très bien, où là, ils ont introduit une femme qui d'ailleurs dit, mais enfin, êtes-vous à ce point sexiste que vous n'admettiez pas une femme dans l'expédition? Donc c'est vraiment quelque chose qui a pu choquer, disons, une époque plus contemporaine, mais à l'époque, les garçons sont censés comprendre que c'est ça le rapport qu'ils vont entretenir avec les femmes. C'est typique. Donc là, on est en train d'inculquer idéologiquement quelque chose de très fort. La femme est bien gentille, assise, elle écoute son seigneur et maître, qui lui montre, lui, et qui est dans une position énergique et dominatrice. Et c'est quand même amusant de penser, dis-je en refermant le livre et ma vidéo à la fois, que l'espèce de disque d'or qui avait été envoyé dans l'espace et qu'on verra la prochaine fois, représentant un homme et une femme, représente de même un homme en train de dresser sa main, à l'air de dire bonjour et tout, et la femme à côté, plus petite, en deçà, enfin que cette image a été conservée avec une telle, je pourrais dire une image sexiste qui est véhiculée depuis cette époque, depuis le temps où Flammarion élabore ce bouquin. Je vous montre encore une page absolument luxueuse, carrément, vous voyez, en couleur, c'est pas n'importe quoi à l'époque, la couleur, c'est pas si répandu, encore, il y en a d'autres. Donc, c'est quand même étonnant de penser que cette image de la femme et de l'homme, des assignés hommes et des assignés femmes, comme on le verra bientôt, puisqu'il s'agit de ça, a été vraiment véhiculée depuis un 19e siècle, que tout le monde s'accorde à considérer si sexiste, si extrêmement sexiste, que ça a suscité les premiers mouvements féministes, ce qu'on appelle la première vague du féminisme. Voilà.